Salut à toutes, salut à tous. On est très content de vous retrouver pour cette nouvelle émission du 4e tiers, une émission un peu spéciale puisqu'elle sera consacrée à la formation au rempart, au hockey mineur. Et donc avec moi pour en discuter, Julien Guimard, l'entraîneur de l'équipe première. Salut Julien, qui connaît bien la formation. Tu as travaillé dans plusieurs clubs à ce niveau-là. Oui, bonjour Sylvain. Salut Julien. Normand qui est à côté de moi, Normand Roy qui est l'entraîneur principal du hockey mineur Tourangeau et puis le manager du club également. Salut Normand. Bonjour. Et puis Romain qui fera la première partie d'émission, parce qu'on va faire une émission en plusieurs parties pour évoquer les différents thèmes autour du hockey mineur tourangeau et puis avec différents intervenants. Merci à toi Romain d'être là parmi nous. Bonjour Sylvain. Et on va tout de suite commencer par quelques images que je suis allé tourner mercredi dernier. Il y avait une grande journée qui était organisée, qui concernait toutes les catégories du hockey mineur tourangeau aux Océades, notre partenaire aux Océades Roche-Corbon. Donc voilà, on va voir quelques images et puis après on enchaîne tout de suite avec l'émission avec Romain et puis on aura deux autres invités au cours de l'émission qui sont cachés juste derrière la caméra. Phil Bushbacker pour toute la partie préparation physique qu'il a commencé cette saison et puis JP notre gardien, JP Fontaine, qui du coup nous parlera des gardiens et du travail spécifique qu'il fait avec Iri auprès de nos jeunes gardiens. Donc voilà, on se retrouve tout de suite après ces quelques images. Voilà, on a vu quelques images et on t'a vu à l'œuvre, Normand, auprès des plus jeunes. Est-ce que déjà, pour commencer, tu peux nous expliquer rapidement comment ça s'organise le hockey au rempart, à quel âge on peut commencer et puis quelle catégorie en fait on a au club? Nous, on cible principalement des enfants non initiés, non licenciés, de 4 à 9 ans. Mais la grosse partie, on voudrait qu'ils viennent faire les essais gratuits, intégrer l'école de hockey qui est gérée en grande partie par Romain Bournon, et qui viennent découvrir le hockey sur glace en général, les joies du patin, les chutes, parce qu'il y en aura beaucoup au début, les chutes, puis l'amusement qu'il peut y avoir au hockey sur glace, quoi. Puis l'idée de se dépenser, mais pendant 1 heure complète à chaque séance. Donc 3-4 ans, on peut commencer dès 3-4 ans, c'est à peu près plutôt 4 ans tu dis Ouais. Après ça on en a déjà eu à 3 ans, ça il n'y a pas de souci, mais on table plutôt vers du 4-9 ans pour les essais. Après ça, il n'y a rien exclu pour les autres. On sait que plus on commence le hockey jeune, plus ça va être facile pour eux d'acquérir les bases nécessaires pour aller le plus haut possible. Et donc, du coup, on va jusqu'au U20. Et après, en U20, on est aux portes des équipes seniors du club. Donc, il y en a deux, l'équipe de D1 et l'équipe de D3. Et puis après, pour ceux qui veulent continuer en dehors, il y a l'équipe loisir également. C'est un club avec de très nombreuses équipes, les remparts. Oui. Au niveau senior, on a les seniors féminines aussi. Donc exactement. C'est pour ça que c'est important de le souligner, parce qu'on a quand même pas mal de jeunes filles et de plus en plus de jeunes filles qui viennent dans les petites catégories. Donc, il y a un débouché pour elles
qui est au rempart de Tours. Il y a bien sûr l'équipe D1, et là, c'est une équipe vraiment pro, donc il faut vraiment avoir les capacités techniques et puis l'envie de se surpasser pour intégrer cette équipe. Il y a l'équipe D3 qui est aussi fait pour faire jouer les jeunes joueurs U20 et jeunes seniors pour leur donner du temps de glace pour parfaire leur formation. Et puis, on a aussi le hockey loisir pour ceux qui souhaitent juste faire du hockey sur glace. Il y a 2 équipes loisirs, même une équipe loisir où c'est vraiment amical, et puis une autre où ils ont un trophée fédéral qui est quand même une compétition, mais plus axée pour les joueurs loisirs. Et on a bien entendu aussi le para-hockey. Le handisport, j'allais te le dire. Voilà, c'est ça. Donc, on a une panoplie. Ça ne s'arrête pas après les U20, quoi. Chacun peut trouver, si je peux dire, patin à son pied, quoi. Alors, il y en a un qui connaît très bien toutes ces sections, c'est Romain. Toi, tu as fait toutes tes classes au rempart jusqu'à avoir l'envie de te former en interne. Je crois même que tu t'es formé à l'arbitrage, tu t'es formé, tu es en train de passer ton DE ou tu vas le passer, c'est ça? Est-ce que tu peux Je suis en train. Tu es en train de passer ton DE. Tu peux nous expliquer justement un petit peu ce parcours au sein du club qui illustre bien le fait que il faut former les jeunes, mais pour former les jeunes, il faut former des formateurs. Oui, j'ai commencé 4 ans, 5 ans. Au Diable Noir, après on s'est passé au Rempart, mais j'ai tout fait ici, j'ai fait l'arbitrage, j'ai fait les 2 niveaux d'arbitrage, je suis allé jusqu'à l'équipe D1, en passant par la D3, puis toutes les catégories jeunes. Et ensuite, du coup, avec Normand, il y avait une place qui s'était libérée, ou une place à prendre du moins dans le coaching, donc surtout des petits, l'encadrement. Donc j'ai voulu partir là-dedans après mon BTS comptabilité. Pour allier passion, on va dire, avec la vie professionnelle, parce que c'est quand même quelque chose qu'on aime, quoi, c'est un métier passion. Donc j'ai passé mon CQP il y a 5 ans, puis aujourd'hui je suis en train de passer le DE pour grandir un peu dans le métier, quoi. C'est important, Normand, ça, de passer le témoin justement à des joueurs du club qui vont poursuivre ton œuvre et puis surtout à tes côtés t'aider à mettre en place tout ce qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, faut le dire, beaucoup d'entraîneurs bénévoles, des responsables d'équipe, mais il faut des gens formés qui ont cette compétence-là pour aider les plus jeunes à avoir les dernières notions et puis tout ce qui se fait de mieux en termes de formation au club. Bah oui, on n'a jamais assez de bénévoles, hein. On dit vraiment, mais oui, c'est important d'avoir des jeunes comme Romain, déjà issus du club et qui vont se former, qui vont être encore plus formés que moi à mon époque, parce qu'il n'y avait pas tout ce qu'il y a en ce moment au niveau fédéral, au niveau de la formation. Donc ça va être un plus, non seulement pour le club, mais aussi un plus pour moi, parce que je vais pouvoir me remettre à la page et puis utiliser la formation de Romain pour me renouveler, pour voir tout ce qui peut aider le club à se structurer professionnellement, pas juste au niveau de la D1, mais tout ce qui concerne le hockey mineur. Donc c'est une chance pour nous. Puis le but, c'est que Romain, à terme, il obtienne son DE. Il y a Peter aussi, Peter Bourgo, on va avoir des réponses bientôt, voir si lui ne peut pas intégrer le DE étalé, une formation fédérale qui permet aux joueurs de haut niveau de pouvoir se former. C'est un pont un peu plus rapide que de partir de zéro, c'est ça, une sorte de validation des acquis. Ils vont suivre la formation, mais à la fin de la saison. Alors que Romain, c'est en continu pendant 1 an et demi. Peter, lui... Là, c'est adapté à un joueur qui est encore en activité. Voilà. Donc, petit à petit, avec l'apport de Julien en D1 et puis Romain qu'on souhaite puisse passer son DE, Peter aussi. Il y a Alexandre aussi en interne qui a envie peut-être aussi de se former, Alexandre Cortès. Alexandre Cortès, oui, c'est un jeune qui est issu du club aussi, comme Romain, qui a fait toutes ses classes à la SGT et puis au Rempart de Tours. Et puis, le but, c'est que lui il puisse faire un petit peu suivre le même parcours que Romain, c'est d'intégrer d'ici peu un CQP, pour pouvoir intégrer à plein temps aussi le staff technique du club. Il faut bien expliquer que ça se fait vraiment par palier et que même pour des jeunes comme Romain qui ont envie rapidement de mettre tout ça en place, c'est long et c'est normal parce que le processus de formation il est très complet. J'imagine Romain en tout cas que vous voyez vraiment
foule de sujets différents en formation. Au cours de ta formation, tu as vu plein de choses, et sur le terrain évidemment, mais aussi... Oui. Bah, le CQP, c'était sur 6 mois, donc ça reste pas léger, mais ça reste assez court. On apprend surtout à encadrer des jeunes. Voilà, c'est des catégories, on a officiellement droit jusqu'à U13. Donc c'est vraiment encadrer des jeunes, encadrer Plutôt un le côté groupe. animation, Voilà, c'est gestion d'un groupe. vraiment le CQP, l'intitulé c'est animateur de patineur. Bon, hockey sur glace, mais dans le titre il y a animateur effectivement. Donc voilà, c'est vraiment encadrer un groupe, gérer un groupe, la sécurité, tout ça. Et là dans le DE, on est plus dans la technique, voilà, il y a toujours ce côté sécurité, encadrement, mais c'est un peu plus poussé avec les différentes catégories qui évoluent au fur et à mesure des sessions. Et puis on est un peu plus sur le côté technique, comment entraîner, comment se mettre où, se placer où, voilà, tous des trucs comme ça. Ouais, des fois le diable se cache dans les détails, mais il faut... Voilà, C'est vrai. C'est très important. Julien, c'est quelque chose que tu apprécies, toi, d'avoir au sein de ton effectif des joueurs qui ont envie de participer, qui en ont fait la demande pour certains. On sait que c'était dans la volonté du club aussi de les intégrer, mais qui sont présents auprès des plus jeunes, qui ont envie de se former et qui pensent déjà, peut-être pas à leur après-carrière, pas pour tous, du moins, il y a des jeunes joueurs parmi ceux qui aident auprès des jeunes, mais qui ont déjà cette fibre club. Oui, bah, effectivement, je pense que c'est très très important. C'était une vraie volonté du club dans le projet d'avoir des joueurs qui viennent accompagner effectivement Romain Normand au sein du structure mineure. Donc c'est ce qu'on a fait dans le recrutement aussi. On voulait des joueurs qui soient impliqués au sein du club parce qu'on sait que il faut effectivement des encadrants. On sait que, comme l'a dit Normand, les bénévoles manquent aujourd'hui. Romain et Normand font un travail formidable avec le hockey mineur, mais on sait aussi qu'il y a besoin de monde pour les encadrer et pour les entourer, pour aussi aider les jeunes à se développer. Donc je pense que l'apport des joueurs de l'équipe senior est un petit plus. Et puis comme tu l'as dit, ça permet aussi à certains de mettre le pied à l'étrier. On voit bien, Romain est issu de cette formation. À un moment donné, il y a des choix à faire. Quand tu es joueur, on sait que la carrière n'est pas forcément très longue. On sait aussi que, en fonction des entraîneurs, des choix, du niveau, on n'est pas toujours dans les petits papiers ou dans l'effectif. Si on veut rester dans sa ville, effectivement, l'encadrement et l'entraînement est une très bonne chose, comme l'arbitrage, comme plein de choses, de s'impliquer dans la vie sociale de son club et de l'association. Et je pense qu'on en a le parfait exemple au Rempart de Tours, où de nombreuses personnes ont touché ou ont côtoyé l'équipe première, mais à un moment donné, ils se sont aussi orientés parce que le club a besoin. Et Normand est demandeur de ça. Et je pense que c'est pour Romain, pour Alexandre, pour tous les jeunes du club, travailler avec Normand, ils l'ont connu depuis tout petit. Donc c'est une excellente vitrine, une excellente chose pour la formation et pour les suivants aussi. Ça montre que on ne fait pas que des hockeyeurs, on ne fait pas que des hockeyeurs professionnels dans un club, on fait aussi des entraîneurs, on fait des arbitres, on fait des bénévoles, on fait des gens pour la table de marque. Il y a des tas de personnes qui œuvrent dans l'ombre, on va dire, qui sont issus de la formation. Et ça, il faut saluer les formateurs et l'association, le club mineur qui fait de l'excellent travail là-dessus. Alors Romain, avec Normand, vous avez travaillé tous les deux sur un projet qui est concret. C'est un document sur lequel il y a marqué la philosophie de travail que vous voulez mettre en place, qui précise toutes les catégories, etc. Est-ce que tu peux nous donner quelques grands principes qui sont au cœur de ce document? On sait qu'il y a une philosophie fédérale, il y a une volonté de la Fédé d'appliquer certains concepts en fonction des âges des jeunes et tout. Est-ce que rapidement tu peux nous parler un petit peu en fonction des catégories de ça? On essaye déjà de suivre la philosophie fédérale qui a leur propre structure, leurs propres idées. Nous, on les adapte à notre club. On essaye de détailler par catégorie, par section, ou même par niveau, différents objectifs, objectifs qu'on souhaiterait mettre en place à terme. Il y a des équipes qu'on n'a pas, des niveaux qu'on n'a pas, par exemple en U17, U20, qu'on aimerait avoir dans un club futur. C'est plein de petits objectifs, les sections sportives qui nous tiennent à cœur. C'est plein d'objectifs qu'on a écrits sur papier, qu'on avait en tête depuis des années. Mais là, on les a écrits sur papier, c'est concret, on a tout présenté aux dirigeants. On a tout présenté à Julien aussi. Tout le monde est OK avec nous. Donc c'est un peu les grandes lignes de notre futur au Rempart, quoi. C'est un palier supérieur, en fait. Je pense que Romain et Normand œuvrent depuis de nombreuses années avec d'excellents résultats. Mais je pense que si le club veut continuer, comme ils l'ont dit, à se structurer avec le diplôme de Romain, avec l'apport d'autres diplômes, d'autres professionnels du milieu, effectivement, ils arrivent à un moment donné où il fallait écrire, bâtir les choses qui étaient déjà en place, mais aussi les futurs, effectivement, se donner des objectifs quand
quand l'équipe s'agrandit, je pense que c'était quelque chose qui était important et le travail qu'ils ont effectué est des très bonnes factures pour l'avenir des jeunes. Ça voudrait dire qu'il y aura une vraie continuité et une vraie, voilà, ce qu'il y avait déjà dans le passé, mais peut-être encore avec une étape supérieure qui confirmera les excellents résultats avec les titres de champion U20, les titres féminins, etc. Je pense que ça va être encore un palier supérieur pour les jeunes, pour les parents, de se sentir bien dans ce club et dans le hockey mineur. Ouais, Normand, c'est ça, les premières catégories, les plus jeunes, là on parle pas du tout de compétition, on n'est pas dans le développement individuel forcené, etc. C'est déjà qu'ils prennent du plaisir, qu'ils s'amusent, qu'ils apprennent la vie de groupe aussi, et puis toutes les valeurs du club et les valeurs du hockey. Et petit à petit, on les emmène vers une base physique, une base technique. Et après, là, on rentre, pour ceux qui sont arrivés à ce stade-là, qui ont cette envie-là, parce que tout le monde n'a pas forcément l'envie, dans quelque chose qui va les emmener, un parcours qui va les emmener vers le hockey senior tranquillement. Oui, c'est ça. C'est déjà de les attirer, montrer qu'il y a du hockey sur glace à Tours, qu'ils peuvent venir faire un sport qui est vraiment très, très complet, hein, mine de rien, hein, avec le patinage, le maniement, tenir en équilibre sur des patins, c'est déjà pas évident au début. Manier un palais, puis après ça, petit à petit, intégrer des bases de jeux collectifs. C'est vrai qu'au début, on ne parle pas de système ou quoi que ce soit chez les jeunes, mais une façon de travailler, une méthode de travail qui va leur permettre petit à petit d'accentuer un peu tout ça pour vraiment faire du hockey sur glace. Comme Romain disait, c'est suivre un peu pas un peu, mais suivre la philosophie fédérale qui est en sorte de bâtir une pyramide de jeunes avec qui on va pouvoir travailler, parce qu'on sait très bien que plus ça monte, plus on va avoir des gens qui vont partir pour leurs études, tout ça. Donc l'idée des sections sportives, que ce soit au lycée, que ce soit au collège, donc là on axe vraiment sur le collège, c'est de garder ces étudiants-là parmi nous le plus longtemps possible et puis leur offrir un double projet qui est scolaire et puis aussi sportif. Et ça pour moi c'est très important parce que moi j'ai mes 2 enfants qui font du hockey, et le scolaire il y a une place très très importante à notre niveau, et donc je vois pas pourquoi on demanderait pas la même chose à tous les enfants, quoi. Leur permettre d'arriver à allier les 2 projets, et ce qui est quand même très important pour leur futur. Oui, et ça, c'est du travail qui se fait petit à petit et qui se met en place pour l'avenir. On en verra les fruits dans quelques années probablement, mais en tout cas, la volonté est là. On la sent au sein du club et puis ça s'organise. Et ça, c'est vraiment bon signe. On peut dire maintenant aux parents actuels des licenciés et puis à ceux qui vont inscrire leurs enfants demain qu'il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais bien. Il faut faire les choses bien et ça prend du temps. Voilà, trouver le bon établissement, bien coordonner les horaires, les heures de glace, etc. C'est beaucoup de travail, beaucoup de discussions aussi. Il n'y a pas que les remparts, le club qui décide. Ouais, et voilà, fait. il faut être en harmonie avec tout le monde. C'était une première partie très, très intéressante. Du coup, on va passer à quelques images qui vont concerner plus la préparation physique des jeunes, que j'ai pu tourner aussi mercredi, puisque Phil s'occupe de quelques catégories à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est important d'avoir des spécialistes du domaine qui travaillent dessus au club. Donc on regarde ces quelques images et puis on revient tout de suite dans l'émission avec donc Phil qui va prendre la place de Romain, que je remercie beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci beaucoup, Sylvain. Retour en plateau pour la partie 2 de l'émission, où on va un peu plus se pencher sur la partie de préparation physique. Et c'est pas anodin, c'est très important pour que les jeunes soient capables de donner leur meilleur sur un sport qui a une dimension physique très importante.
Normand, et puis après on passera à Phil. C'est important ça d'avoir des spécialistes en interne. Voilà, il faut des formateurs qui maîtrisent beaucoup de domaines comme toi, qui connaissent les catégories, qui connaissent les parents, les jeunes, etc. Et puis c'est bien d'avoir des compétences spécifiques au sein du club pour voilà, travailler des choses pointues pour les faire avancer. Ah bah oui, parce que là on parle surtout quand on arrive en U15, U17 où ça se développe et au niveau morphologique, il faut faire attention. Il faut vraiment qu'on soit formé à ça. Et puis, c'est pas juste dire, bon, bah tiens, on va faire tel exercice parce qu'on a vu ça sur Internet. Il faut que ça soit adapté aux jeunes. Il faut que ça puisse leur permettre de se développer aussi, d'apprendre les bases, parce qu'on commence pas la musculation juste comme ça, à soulever des poids. Il faut savoir comment le faire pour pas se faire mal. C'est très important, toute cette partie-là. Donc, l'avantage d'avoir un spécialiste, c'est que nous, déjà, on n'est pas forcément formé à ça, et ça nous permet aussi, nous, d'apprendre en même temps, mais ça permet aussi aux jeunes d'être bien guidés et bien préparés pour la suite qui va suivre en U17, en U20, D3 et D1, quoi. C'est très important. Phil, merci beaucoup d'être de retour dans l'émission. Pour parler de cette question spécifique, avec quels âges tu travailles, avec quel jeune du club tu travailles, et puis comment tu organises un peu ton travail, qu'est-ce qui est le plus important à tes yeux? Oui, je travaille avec 5 équipes, D1, féminine, U20, U17, U15. Chaque équipe, c'est différent, objectif. Pour U15, c'est formation des vitesses. I'll switch to English now because it's a little bit hard for me. But for U15, it's teaching them the basics of how to train. The kids, the U7, the U9, U11, 13 have a base with Alex Cortez, who does a great job with them. And then with the U15, it's sort of teaching the next level of that. And then we build off U17, where we start to do a little bit more of the movements that are more specific to hockey. U20 then builds off of that. And then ultimately, when you get to the senior level, you have a foundation. So it's step by step. It's a process. It's something where you can't be good at U17 if you don't have proper training at U15 and so on. Voilà, c'est une suite logique, en gros, ce qu'il dit, c'est une suite logique de ce qu'on fait chez les tout jeunes, où déjà on les apprend à aimer le hors-glace, parce que c'est quelque chose aussi, ça qui est primordial, c'est qu'ils aiment ça, qu'on fasse ça de façon ludique, mais petit à petit qu'on travaille... les bonnes habitudes, les bons gestes, c'est voilà, ça au départ. Les bonnes habitudes, les bons gestes, et puis les habilités qui vont leur permettre de passer de niveau en niveau. En U15, on va travailler plus la vitesse, la coordination, tout ça. Après ça, en U17, un peu, et commencer vraiment les méthodes de travail spécifiques au hockey, parce que c'est vrai que nous, on a besoin des bonnes jambes, un gainage, tout ça, même l'assouplissement. On reproche souvent d'un fois aux hockeyeurs de ne pas être assez souple. Être un peu raide, ouais. Voilà, non, mais c'est important. Puis petit à petit, en U20, et puis vraiment, les U20, c'est aux portes des équipes seniors, donc ils doivent avoir toutes ces bases en amont pour pouvoir arriver en catégorie senior, être prêt à travailler, puis avec des charges et ainsi de suite. Donc c'est tout un procès qui part des plus jeunes, U7, U9, quand on fait du hors-glace de façon très ludique, jusqu'à, après ça, U20, où c'est vraiment le but d'intégrer l'équipe première, quoi. Oui, c'est vrai que c'est un long processus. Julien, ça arrive encore aujourd'hui dans les clubs de voir des jeunes adultes ou des jeunes joueurs qui n'ont pas forcément ces bases-là, de savoir bien s'entraîner, de bien incorporer leur glace dans leur routine et d'avoir d'être préparé à ça. Non, ça devient très rare, mais ce qu'il faut dire, c'est que le hockey sur glace est un peu particulier pour ça, parce qu'il y a des choses qu'on peut pas tout faire sur la glace, étant sur des patins. Donc effectivement, on allie la préparation physique ou le hors-glace à l'extérieur de la patinoire.
ce qui est peut-être un peu particulier, c'est sûr pour les novices, ils comprennent pas trop au début. Donc comme a dit Normand, il faut d'abord que ça soit ludique parce que la priorité c'est quand même sur la glace. À un moment donné, quand on dit aux jeunes, là on va faire 1 heure de hors glace et 1 heure sur la glace, on peut comprendre aussi un petit peu la réticence. Donc il faut amener les jeunes à comprendre l'utilité, c'est qu'on véhicule des choses pour que sur la glace ils soient meilleurs. Et puis plus on rentre dans l'âge, plus effectivement il faut spécifier et intensifier ce travail, parce qu'il y a aussi l'apport des contacts au hockey sur glace qui est quelque chose qui est indéniable, et pour ça on a besoin physiquement de répondre présent à ces contacts. Donc plus on élève le niveau dans les catégories d'âge, plus effectivement il faut développer cette force physique et cette forme physique. Donc ça c'est sûr. Je pense que c'est de plus en plus rare, pour répondre à ta question, de plus en plus rare qu'il y ait des jeunes qui n'y aient pas. Après, c'est vrai que c'est l'exigence, comme a dit Normand, il faut à un moment donné, c'est pas évident, les jeunes, de leur faire comprendre, voilà, il y a du travail qui est fastidieux, qui est pas évident pour le préparateur physique. C'est la récompense, la glace. Le jeu, la glace, les matchs, ça doit être, quelque part, c'est la fin du processus. Oui, je pense qu'il y a aussi, tout ça derrière. Oui, c'est aussi à un moment, quand on arrive à un âge, au-delà du ludique, après le ludique, c'est que si on rentre dans des performances, et qu'à un moment donné, quand on arrive U15, il y a des duels de plus en plus dans le hockey, et là les jeunes ressentent, s'ils font pas de préparation physique à l'extérieur de la glace, souvent au niveau cardio, au niveau physique, ils vont sentir qu'ils sont un peu plus légers. Et à un moment donné, quand arrive effectivement le niveau senior, et nous on le voit avec les joueurs, quand tu as 10 ans, 15 ans, si à un moment donné tu veux compenser le manque d'expérience, les années que tu peux pas avoir, il faut être physiquement prêt. Et c'est sûr que quand on tombe sur des joueurs qui font 1m90, 100 kg, il faut être prêt à ça, relever les duels, surtout sur une petite glace. Voilà, il y a du duel, il y a du défi physique, et pour ça, il faut que la préparation physique soit vraiment très précise. Et je pense que là, on a effectivement Phil qui est là au rempart pour ça, et qui développe, qui a une vraie volonté de développer les joueurs sur cet aspect physique, comme il a dit, step by step. Voilà, il vient d'arriver, on met les choses petit à petit en place, dans la continuité de ce qui était fait, mais peut-être avec des petits ajustements sur certaines choses. Il a ses spécificités, et ça permet aux jeunes de continuer à se développer et de bien se développer. Mais c'est une facette qui est effectivement pas évidente à comprendre quand on est novice dans le hockey sur glace. De dire, mais je comprends pas, on va pas que sur la glace quand on fait le sport. Non, il faut aussi allier la glace avec de la préparation physique, et c'est nécessaire pour le développement du joueur. Donc c'est un process qui est très compliqué et très fastidieux. Et je pense que c'est pas forcément les jeunes qu'il faut convaincre de ça quand ils sont petits. Du moment qu'ils peuvent courir, qu'ils peuvent sauter, qu'ils peuvent s'amuser, c'est les parents qu'il faut convaincre. C'est les parents qu'il faut convaincre oui, effectivement, un entraînement de hockey, c'est pas juste venir s'équiper, faire de la glace, se déséquiper, prendre la douche et puis partir. C'est arriver un peu plus tôt, c'est de se changer en tenue de sport, c'est de faire une petite préparation physique au départ. Et bien leur expliquer que ça se verra sur la glace. Voilà, ça a du sens, c'est pas juste fait pour... C'est une méthode de travail, donc c'est vraiment les parents. Ah non, mais de toute façon, là, c'est du hors-glace, c'est pas grave. C'est pas que c'est grave ou pas grave, c'est que ça fait partie de l'entraînement. Et c'est ça qu'il faut, à un moment donné, faire convaincre les parents que l'utilité de faire du hors-glace, ça va les emmener déjà à être sportifs. Hein, il faut pas se leurrer. Hein, je veux dire, c'est pas juste... à l'époque, il n'y avait pas... là, je vais parler comme un vieux, mais à l'époque, il n'y avait pas tous les TikTok, les trucs. On ne passait pas du temps à faire... tu veux dire qu'il y a une offre de loisirs qui est beaucoup plus large, ouais, et que du coup, ils peuvent passer du temps sur les écrans ou autre chose. Moi, j'ai grandi à la campagne, Internet, jeux vidéo, on ne connaissait pas, quoi. T'étais dehors, tu grimpais dans les arbres, tu faisais du vélo, tu étais toujours actif. Ce que veut dire Normand, c'est que c'était plus naturel à l'époque d'aller dehors, jouer au foot. Maintenant, les jeunes, il faut les sortir de devant leur écran. Il faut les convaincre que ça peut être aussi sympa, voire et plus. Et les parents aussi, parce que c'est vrai qu'il y a une espèce de sécurité et de confort. Quand le jeune est devant l'écran, c'est vrai que quand t'es parent, il y a un boulot, la vie va vite. Voilà. Et là, c'est tout. Je pense que c'est à Phil qu'il faut demander. Mais pour moi, c'est une vraie culture aussi. Et on a la chance d'avoir quelqu'un qui a cette culture. Donc, je pense que la question vis-à-vis de Phil est très intéressante. C'est justement comment lui, il veut amener ses jeunes, comment il veut amener les remparts à aimer ce hors-glace, comment lui il voit le hors-glace. Je pense que c'est avant tout ça qu'il faut faire comprendre aux parents, c'est que c'est effectivement, l'idée c'est de les mettre dehors, l'idée c'est de les mettre aussi en activité.
qui se rapprochent avec leur sport. Mais je pense que c'est surtout ça, c'est qu'il y a 10 ans, on prenait un ballon, on allait jouer avec les copains, on trouvait une cour d'école, on jouait au street hockey, enfin voilà, il y a plein de choses. Maintenant, les jeunes ont plutôt tendance à rester devant les réseaux sociaux, les consoles de jeux vidéo, et ça, c'est un vrai, on va dire, défi pour Phil. Et c'est aussi quelque chose qu'il connaît parce qu'aux États-Unis, il travaille aussi avec de nombreux jeunes. Et la culture est un peu différente, donc je pense qu'il nous amène aussi cette chose-là. Et je pense que c'est effectivement à lui qui revient la réponse de dire voilà, comment amener nos jeunes remparts à ça, comment convaincre que le hors-glace est utile. Ouais, c'est très intéressant. Justement, Phil, comment est-ce que tu rends le hors-glace et le travail physique fun pour les jeunes? Est-ce qu'il faut beaucoup varier? Est-ce que, on en a parlé pour d'autres choses dans l'émission, mais amener beaucoup de vidéos, du contenu précis pour les jeunes, comment est-ce que tu rends ça intéressant et sympa pour nos jeunes, en fait, pour qu'ils aient envie d'en faire? No, the off-ice for the kids needs to be fun. The off-ice for the D1 or NHL guys needs to be fun. If you're not enjoying what you're doing, then why are you doing it? The challenge for me as a coach is to sort of, I'll say this in English, but blend the vegetables in with the things that you want to eat. So everybody needs to run. Everybody needs to know how to sprint. Everybody needs to do basic things with coordination. But how do you blend that into something that's fun for a 15-year-old? You guys talked about this a little bit, but the culture now of kids is if you don't have their attention in 15 seconds, you don't have their attention at all. So they have the ability to go on their phone and watch whatever video they want to watch, play a game, do whatever. It's a culture of instant gratification where you can just have fun and that's it. With personal training or sport-specific training, how then do you capture the attention of the kids? And that's a real challenge, particularly during a pandemic where a lot of kids are spending a lot of time on the couch eating bonbons or chips or drinking coca. It's reality. So it's an interesting challenge right now, but we try and blend things that are fun. We have them compete against each other, play games, do different things. And these are things that we do with the pro guys as well. If you have an athlete that's naturally competitive, how do you get them to try harder? You let them compete. You blend things that you know they need to do on the ice with things that you know they like to do off the ice. So these are the challenges, and this is kind of the methodology that I use with the kids. Ouais, c'est ça, normalement, ce que Phil vient d'expliquer, c'est que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est la gratification immédiate, c'est-à-dire le plaisir immédiat. Tout de suite, on a des likes, des échanges avec tout le monde, et il faut se servir de ça, en tout cas savoir appliquer ça à ses méthodes de travail pour garder l'attention des jeunes, pour qu'ils continuent à être intéressés et puis pour que il y ait toujours ce plaisir qui soit présent. Il faut déjà capter leur attention assez rapidement. Et puis, il disait 15 secondes, même si on n'a pas en 15 secondes. L'analogie là est très très bien, c'est dire il faut mélanger les légumes avec le reste pour les faire manger des légumes. C'est un peu ça, quoi. On fait un gratin. C'est important pour l'équilibre, c'est pas ce qu'on préfère à l'origine quand on le regarde, mais bien mélangé au tout, ça c'est cohérent et c'est là où on est heureux finalement. On fait un gratin de pâte avec un peu de gruyère, on rajoute un peu de courgettes et puis ils mangent leurs courgettes, quoi. Bienvenue dans le 4e tiers. C'est exactement ce qu'il dit, quoi. C'est dire que il faut un mélange de tout pour être un bon athlète. Il a parlé de vitesse, il a parlé de manipulation d'objets. Nous, c'est encore spécifique avec la crosse et le palais et tout ça. Et il y a tellement de paramètres à mettre dans cette marmite pour que ça en sorte un compétiteur et tout ça. Et donc, il disait aussi que le fait de prendre un compétiteur, c'est quoi la meilleure façon de le faire progresser? C'est de le mettre en compétition. Donc, que ce soit avec la D1, les U15 et U17, c'est des petites compétitions entre eux qui vont leur permettre de se développer et développer en même temps cet esprit de compétition, quoi. Exactement, c'est une très belle conclusion, je trouve, pour cette partie consacrée au physique, à ce que Phil apporte beaucoup auprès des jeunes et surtout, on peut dire, il y a un gros travail, les catégories médianes. Surtout la section compétition. Donc, avant, on est encore en développement, tout ça. Donc, le but, c'est de leur apprendre quand même, tout en s'amusant,
des petits gestes, on fait des petits relais, on fait des petits parcours. Pour les jeunes qui regardent le parcours de la mort qui tue, ils aiment bien. Ça a l'air difficile comme ça, mais tout le monde s'en sort bien en fin de compte. Et puis on sort des petits chronomètres, ils essaient de battre leur record. Tout ça, ça les incite à vouloir continuer. Et Phil, lui, après ça, il les prend à partir des U15, donc U15, U17, U20. On voudrait bien aussi, bon là avec la pandémie, tout ce qui se passe, mais les féminines et puis tout ça pour arriver à ce que, ils aient tous ces ingrédients pour faire le parfait petit hockeyeur, quoi. Parfait, impeccable. Donc c'est bien, le parfait petit hockeyeur des remparts, ou grand hockeyeur, ou grande hockeyeuse. Oui. Ce sera parfait. Donc on va regarder quelques images de l'entraînement plus spécifiques sur les gardiens, puisqu'on va passer à cette partie-là avec Jean-Philippe Fontaine qui va nous rejoindre, JP juste après. Donc on regarde ces quelques images et puis on se retrouve. Merci beaucoup Phil, thanks a lot. Merci les gars. D'avoir été avec nous. Ouais, merci. Alors on a vu ces quelques images du travail spécifique avec les gardiens. Ouais, toujours ce matériel, c'est un poste qui fascine toujours pas mal. Donc sur les images, on a vu Yeri, puis on a vu JP aussi qui nous a rejoint. Salut à toi JP, qui est bienvenue parmi nous déjà. La base. On est très content de t'accueillir dans l'émission. Tu représentes aussi un peu Yeri en la matière, qui était déjà passé dans l'émission. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça peut paraître évident pour certains, mais en quoi le poste de gardien a besoin quand même vraiment d'entraîneurs spécifiques? Oui, alors le poste de gardien, c'est un peu un sport dans un sport. Hein. On le sait à peu près tous, mais on a besoin d'un entraînement très spécifique qui diffère un peu de celui des joueurs. La preuve en est, on a des entraînements gardiens complètement dédiés à notre technique et autres. Et personnellement, pour ma part, par exemple, je suis allé me former en Suisse pour chercher un petit peu cette spécificité que j'avais quand même néanmoins aussi à l'époque ici avec des entraînements gardiens. Mais on essaye avec Yeri d'apporter un petit peu cette touche au niveau des gardiens qui manque un peu, pas nécessairement qu'à Tours, mais en France. La formation des gardiens de but, elle est vraiment faible comparée à d'autres pays, comme notamment au Canada, où vraiment l'entraînement est complet. Donc voilà, avec Yeri, on essaye d'apporter une petite touche, c'est que le début, mais on essaye d'apporter cette petite touche de spécificité pour les gardiens. De par notre expérience et ma petite expérience et la grande expérience de Yeri, mais on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour permettre de mettre en place des entraînements vraiment complets pour les gardiens de but. Normand, justement, c'est très intéressant ce que dit JP, parce que Tours a quand même été parmi les clubs, on peut dire, un peu précurseurs pour l'entraînement des gardiens. En tout cas, maintenant, on voit quasiment dans tous les clubs, il y a quand même ou un intervenant, peut-être pas régulièrement, en tout cas, mais qui est peut-être au club, mais qui intervient, ou du moins un entraîneur des gardiens en interne. Mais ça fait longtemps qu'à Tours, quand même, on a des entraîneurs qui s'occupent spécifiquement des gardiens. Ça, c'est quand même un vrai point positif qu'on peut souligner. Oui, depuis, j'ai passé un bout de temps à Colmar, et à Colmar, j'ai eu la chance de travailler avec Laurent Goetz, qui s'occupait spécifiquement des goals à Colmar. C'est le père d'Arnaud ? Non, c'est le frère d'Arnaud. Le frère d'Arnaud, d'accord. Voilà. Okay. Et j'y étais pas du tout au niveau des générations. Donc, et enfin, lui, c'est un jeune il est plus jeune maintenant, mais à l'époque, il devait être jeune quand même. C'était en gros, il a passé tout son hockey mineur en doublure de Cristobal Huette. Donc, inutile de dire que... C'est compliqué de passer devant. C'était compliqué pour lui. Donc, il voulait apporter un petit peu à ces jeunes. Donc, on a commencé comme ça à Colmar. Et puis, petit à petit, quand je suis revenu sur Tours, j'ai eu la chance qu'il y a Arnaud Goetz,
Donc son frère, il vient de jouer à Tours. Donc on a commencé, je lui ai proposé de venir travailler avec les petits Gold, qui a fait que c'était super. Après ça, Christophe Blanchet, il a pris la relève. Et puis petit à petit, on avait vraiment mis en place ces entraînements qui, pour moi, sont primordiaux et pour le développement non seulement du joueur à proprement dit, mais pour le développement de l'équipe. Quand tu sais que ton goal, il y a des bonnes bases et qui peut tenir la baraque et tout ça, peut-être qu'inconsciemment, tu prends un peu plus de risques à l'avant. Peut-être que... donc, c'est vraiment un poste qui comme JP dit, c'est un sport dans un sport, quoi. Il faut qu'il s'adapte à toutes les situations qui vont arriver devant lui, mais il faut qu'il puisse participer aussi aux sorties de zone, faire les arrêts clés qui vont permettre de pouvoir repartir en transition dans l'autre sens. Et tout ça, ça s'apprend. C'est comme tout, ça s'apprend. Et puis, on est très content depuis plusieurs années d'avoir justement cette formation. Et puis là, ça s'est accentué un petit peu cette année parce qu'il y a deux entraîneurs qui s'occupent des goals cette année. JP parlait du Canada. Moi, je parlais aussi, pas pour ma paroisse, mais pour les Suédois. Les Suédois qui ont une très, très grosse école de goal. Et qui sont un peu d'ailleurs une référence en formation tout court. Joueur, gardien, c'est un peu la référence mondiale du moment. Ouais. Et donc, nous, ce qu'il faut amener chez nous, c'est justement aussi cette polyvalence chez le jeune, de pouvoir essayer d'être goal pour pouvoir en former. On ne peut pas former 20 goals par équipe, c'est pas possible. Mais l'idée, c'est de faire tourner un petit peu au début, de ne pas trop les mettre en goal trop jeunes, pour les cantonner. Vous savez, à une époque... C'est ce qu'ils disent de plus en plus, que c'est important de faire plusieurs postes au départ, quand ils sont jeunes, du moins. À l'époque, malheureusement, c'était, t'as pas envie de patiner, t'as qu'à faire goal. Et les goals, maintenant, c'est tellement technique et tout ça. Il faut qu'ils soient de très, très bons patineurs. Il faut qu'il y ait une condition physique irréprochable, parce que c'est les seuls qui sont vraiment sur la glace pendant les 60 minutes du match. C'est une concentration, c'est une endurance, c'est être explosif, être rapide. Et puis, plus chez les jeunes, on va développer ces capacités, plus ça sera facile pour eux d'éventuellement d'intégrer le haut niveau. Mais d'où l'importance de ces entraînements spécifiques. Alors JP, on sent vraiment ce côté confrérie. Je vous ai vu à l'entraînement, il y a des tout jeunes, des tout jeunes jusqu'à toi, jusqu'à des joueurs seniors. Et il y a ce travail en commun quand même, qui est du coup un peu différent des catégories d'âge chez les joueurs de champ, entre guillemets, puisque là, ils sont vraiment triés par âge. Et voilà, là, vous travaillez quand même, sur ce que j'ai vu en tout cas, il y avait une base commune à tout le monde. Après, on adapte évidemment le niveau de difficulté en fonction des âges et tout ça. Mais... C'est ça, en gros, on a une grosse base au niveau du travail. Après, ce qu'on aimerait faire, mais forcément, comme disait Nono tout à l'heure, on manque un peu d'heures de glace, on manque un peu de moyens, mais ça va venir. Ce serait de faire deux groupes, en fait. Parce que nécessairement, il y a des gardiens qui ont déjà acquis certaines bases, qui ont besoin de travailler d'autres choses, et d'autres gardiens plus jeunes qui ont vraiment besoin d'acquérir ces bases pour pouvoir évoluer dans leur travail. Mais c'est vrai que le poste de gardien, on travaille en groupe, et on essaye de mélanger les jeunes, de mélanger un peu tout le monde, parce que le travail est assez similaire. Mais après, c'est sûr que c'est un peu comme les joueurs, en fonction des bases que chacun a pu acquérir, le travail est différent, quoi. Ouais, puis il y a ce côté très. On a déjà parlé du Canada, de la Suède, Iri et Tchèque. Ouais. Toi, tu as été en Suisse, tu as fait beaucoup d'influence. Ça, c'est une chance aussi de l'époque actuelle de pouvoir apprendre un peu de partout. Et puis toi, c'est quelque chose qui t'a servi et que tu ramènes aussi avec toi au rempart, ce bagage-là, d'avoir vu ce qui se passait avec des coachs étrangers dans d'autres contextes. Ouais, tout à fait. Moi, je suis intimement convaincu que le poste de gardien, c'est un peu comme quand on parle de culture générale, faut aller chercher un petit peu partout, parce que chacun a sa philosophie, chacun a sa méthode de travail, chacun voit le poste de gardien à sa manière. Et moi, j'ai travaillé avec Sébastien Beaulieu, j'ai travaillé avec Christophe Blanchet, je travaille actuellement avec Franck Constantin. Donc non, c'est vraiment une richesse de pouvoir acquérir toutes ces connaissances, notamment pour les transmettre aux jeunes gardiens, mais pour soi-même déjà en tant que gardien de but, et en ayant l'aspirance de jouer en tant que professionnel
vraiment pleinement. Donc non, c'est vrai que c'est une chance d'avoir cette richesse pour pouvoir la transmettre aussi à nos jeunes actuellement, notamment par le biais de Jiri, mais aussi moi, ce que j'ai pu acquérir avant. Alors on a parlé de dimension physique pour la préparation des jeunes de manière générale, de dimension technique, mais il y a aussi une dimension mentale. Et pour le poste de gardien en particulier, elle est primordiale. Le fait d'arriver à être en concentration permanente, on va en fait avoir des très petits temps d'intervention, mais qui décident beaucoup de l'issue d'un match régulièrement. Voilà, Julien me le confirmera. Justement, ça c'est un aspect qu'il faut travailler encore plus spécifiquement quand on est gardien. Ça, cette capacité à se focaliser et puis cette rapidité à prendre des bonnes décisions dans des contextes où c'est pas simple. Oui, tout à fait. Surtout quand on est jeune, on a beaucoup de mal je parle aussi pour moi, hein, mais quand on est jeune, on a du mal à se contenir, on a du mal à faire le tri dans nos émotions et rester concentré. Mais c'est vrai que c'est un travail très important. Malheureusement, en général, dans le hockey ou dans le sport en France, l'aspect mental, ça commence petit à petit à arriver, mais on le travaille peu en tout cas, et on n'a pas la chance de pouvoir le travailler avec les jeunes, alors que je pense personnellement que ce serait quelque chose de très intéressant, voilà, de venir aborder l'aspect mental pour leur permettre de gérer ces émotions justement le plus tôt possible, parce que le mental, en fait, c'est vraiment apprendre à se connaître. La manière dont on peut réagir, les limites, etc. Donc ouais, l'aspect mental. Pas se laisser déborder, surprendre. Exactement. En tout cas, il faut être vraiment avoir une connaissance de soi et voilà, et être préparé en contexte, en tirer le meilleur en tout cas, et puis être capable. Ce qui est très difficile, c'est être capable. On peut considérer le fait, par exemple, de prendre un but comme une forme d'échec pour un gardien, mais il faut tout de suite arriver à se replonger dans son match. Exactement. Et à pas se laisser en vouloir en faire trop, ou au contraire être prostré, ou voilà, c'est tout de suite revenir à ce qu'on sait faire tout le temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et le problème de ça, c'est que ça demande beaucoup de maîtrise connaissance de sa personne, maîtrise de ses émotions. Et je suis intimement convaincu que plus tôt on commence, mieux on apprend à se connaître plus jeune. Mais non, voilà, c'est très important. Et comme tu disais, voilà, faut savoir switcher vite, faut savoir utiliser les bonnes émotions au bon moment. Et voilà. Le poste de gardien de but est tellement ingrat sur certains aspects, parce que tu peux vite tourner du héros du match ou de la saison à celui qui a fait perdre son équipe. Donc c'est important aussi dans notre formation, donc d'inclure comme JP dit, le mental d'un gardien, mais aussi le mental des joueurs. Des fois, c'est facile de dire oui, le goal, il a pris un but. Ouais. Oui, mais l'action est partie d'où? Pourquoi est-ce qu'il a réussi à tirer? Pourquoi il est arrivé tout seul devant le goal? C'est toutes ces petites questions qu'il faut aussi éduquer un petit peu, non seulement les joueurs quand ils sont jeunes, que dire que le gardien il a pris un but, il y a eu un échec quelque part, c'est un échec collectif, mais aussi éduquer, on revient aussi à ça, c'est éduquer aussi les parents. Ah oui, non, mais il a pris un but, il est nul. Oui, non, mais c'est... tu vois, les mentalités, heureusement, ils changent pour le meilleur. Et puis, c'est aussi pour ça que JP, il le dit, dans certains pays, le travail mental du sportif, il se développe de plus en plus. Et nous, c'est effectivement, tu vois, on parlait de la souplesse tout à l'heure, le hockeyeur, il n'est pas réputé, surtout en France, d'être très, très souple. C'est aussi... le mental, quoi. Le mental fait une grosse partie du développement du joueur, et il faudrait arriver à lier cette préparation mentale à tous les niveaux, mais surtout au niveau des goals, parce que les goals, ils sont vraiment... On peut focaliser sur le goal pendant un match, quoi. Donc, c'est une pression, et puis on sait que théoriquement, à un certain niveau, c'est un goal qui joue et un goal qui attend, quoi. Et soit il attend sa chance, mais il faut qu'il y ait une complicité entre les deux, parce qu'il ne faut pas que ça devienne j'ai hâte qu'il se blesse pour pouvoir monter, quoi. Donc il y a tout cet aspect-là qu'il faut travailler, en plus de tout ce qui est physique, technique et ainsi de suite. Ouais, le poids du mental, forcément, Julien, c'est très important. Et puis le fait de mettre ses gardiens dans les meilleures conditions possibles. Normand le disait à très juste titre que c'est toujours un travail collectif. Le résultat, un but pris, un but marqué, c'est le travail de tous. C'est peut-être l'arrêt fait avant aussi qui permet d'acquérir de la confiance. Et l'attitude des joueurs
pour un gardien, elle joue. J'imagine que JP me contredira pas, mais quand on voit ses coéquipiers qui se jettent sur les palets, qui sont comme des morts de faim et qui se battent, on est transcendé, on est porté aussi par ça, et vice versa. S'il y a l'équipe qui est un peu nonchalante ou quoi, ça doit affecter aussi le gardien qui est sensible à cet environnement. Oui, mais c'est certain que le gardien, forcément, il est affecté par l'environnement. C'est ce que vous parliez depuis tout à l'heure, c'est l'aspect mental. Mais je pense qu'il est important pour les jeunes, et là où les remparts font un excellent travail depuis des années, c'est qu'effectivement, ils mettent à disposition des jeunes de la formation, des entraîneurs spécifiques. Et ça, c'est nécessaire. C'est-à-dire que c'est un peu comme la boîte à outils. Et je pense que là, dans l'émission, on a fait le tour de la boîte à outils avec les entraîneurs sur la glace, le préparateur physique, l'entraîneur spécifique gardien. Effectivement, dans le projet et dans les choses dans l'avenir, le préparateur mental sera aussi une personne certainement, mais il faut y aller avec aujourd'hui, le club doit se structurer et les ambitions. Donc on parle de préparation mentale. Après, l'entraîneur, il a une petite formation de ça, l'entraîneur de gardien aussi, c'est devenu aussi un métier à part entière. Donc effectivement, comme tu dis, l'influence des joueurs autour est important pour le gardien, mais s'il est prêt mentalement, si dans sa boîte à outils, il a son physique, il a sa technique, il a son mental. Voilà, et ce que je trouve super, et pour les parents qui nous regardent et qui nous écoutent, c'est que le poste de gardien, il y a l'équipement, il y a plein de choses qui sont quand même assez tu fun. connais un petit peu le sujet. Ouais, je connais le sujet. Moi, mon petit frère était gardien, j'ai un de mes enfants qui est gardien. Voilà, donc on aime ça dans la famille. Bon, moi je voudrais pas être gardien par contre, mais en tout cas, je pense qu'il y a vraiment, les remparts proposent quelque chose qui est très intéressant pour le développement des gardiens, et je pense que le fait, encore une fois, que JP soit issu de la formation, qu'il ait connu tout, il peut apporter son expérience du club. Avec Yeri à ses côtés, il y a une vraie doublette d'entraîneurs qui est excellente pour nos jeunes. La chance d'avoir, ils sont, comme il a dit, une petite équipe de gardiens qui s'entraînent, mais voilà, ils sont à l'écoute de leurs jeunes, ils les développent sur tous les aspects, c'est-à-dire qu'ils leur donnent vraiment l'aspect technique, l'aspect physique, l'aspect mental. Maintenant, ce ne sont pas des préparateurs physiques, ce ne sont pas des préparateurs mentaux, mais ce sont des entraîneurs. Donc, ils essayent de donner leur expérience, et ça, c'est très bien, parce qu'il y a beaucoup de styles aujourd'hui. À l'époque, il y avait très peu de styles de gardiens. Aujourd'hui, maintenant, tous les styles sont discutés. En Canada, Suède, Finlande, Tchéquie, toutes les grandes nations maintenant ont une formation vraiment précise du gardien. Ce qui est intéressant au rempart, c'est qu'il y a la formation des gardiens du rempart, et dans le projet que tu as parlé tout à l'heure, ça fait partie des choses qui sont intégrantes pour le futur, que Romain et Normand ont mis dans leur projet. Le gardien est une part entière, donc c'est très intéressant pour les jeunes qui s'inscrivent au club et qui veulent à un moment donné devenir gardiens. Ils auront autour d'eux de quoi être formé, et ça, c'est avant tout, je pense, pour le mineur et l'association, le club mineur, très très bien que le club mette vraiment des outils en place pour les jeunes, avec la préparation physique et avec la spécificité des gardiens, avec la professionnalisation des entraîneurs. On est vraiment dans un développement de club complet, dans une structuration. Maintenant, ça se met petit à petit en place. JP est jeune gardien déjà dans le poste, il est jeune entraîneur. Autour de lui, Yeri est encore en activité, il n'est pas uniquement qu'entraîneur. Il y a aussi, donc, comme il a dit, Franck Constantin qui travaille autour d'eux. C'est quelque chose qui se met en place petit à petit, qui est encore une fois peut-être un niveau différent de ce qu'a connu les remparts dans le passé, mais c'est des étapes de structuration, et je pense que c'est ça qui est important, c'est que les gens comprennent que le club est en train de se structurer, de se développer vers le bon sens, que le conseil d'administration, les dirigeants ont vraiment cette volonté de donner la chance aux jeunes du club, déjà d'encadrer les plus jeunes. Ça, c'est pas dans tous les clubs aussi qu'on voit ça, que Normand connaît ces jeunes, comme Romain, comme Alex, donc comme les jeunes qui travaillent, et ça, c'est aussi indéniable que ça fait une belle équipe d'entraîneurs qui a cette volonté de vraiment donner la chance aux plus jeunes et d'aider les jeunes à s'épanouir dans le sport, parce qu'on ne se cachera pas qu'on ne fera pas tous des joueurs de D1, mais s'ils sont épanouis dans le sport, ils prennent plaisir. À chaque fois quand ils viennent à la patinoire, ils ont le sourire. Je pense qu'on aura gagné des vrais remparts, et ils seront soit supporters, soit dirigeants, soit entraîneurs, arbitres. Enfin voilà, comme je disais, il faut vraiment qu'on ait cette volonté de développer plein d'aspects. Alors Normand, justement, un peu en forme de conclusion sur cette émission qui était vraiment très, très intéressante. Tu le vois comment, toi, le club des remparts de demain? Toi, tu as l'expérience de très bien connaître le hockey tourangeau. Tu as vu passer beaucoup de dirigeants, d'entraîneurs, de joueurs. Tu as envie qu'il ressemble à quoi, et qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour avoir un club des remparts demain qui progresse dans sa qualité de formation?
C'est un tout, quoi. C'est d'avoir des jeunes entraîneurs qui sont prêts à se faire former, qui vont aller vers l'avant. Là, on parlait de Romain Bournand, Peter Bourgault, Alexandre Cortés, tout ça. Quelque part, c'est à eux de prendre la relève. C'est moi d'essayer de les emmener jusque-là. Puis petit à petit, ça sera à Normand Roy de s'effacer et puis laisser l'empreinte bâtie par tout le monde. Là, on parle. Normand Roy, c'est une toute petite partie de cet ensemble. Et toi, ça te donne du baume au cœur, forcément, de voir des jeunes qui dans ton sillage, ont envie de se former, ont envie de partager tout ça. C'est toujours hyper valorisant pour moi, personnellement, de voir un JP Fontaine intégrer l'équipe première, David Camissarti, Alexis Cronier. C'est des jeunes qu'on a eu tout petits au club et il y en a eu d'autres. Et mine de rien, en D1, je pense qu'on est quand même dans les clubs qui n'ont pas à rougir de l'intégration de tous ces joueurs. Il y a Pablo aussi, et puis il y a tous ceux qui ont participé aux entraînements. Et il y a même des anciens joueurs, les frères Payet qui viennent filer un coup de main dans différentes catégories. On sait que Benoît Payet il a joué en équipe de France, Geoffrey Payet qui était à Amiens. On a cette volonté d'essayer aussi de les inclure, ces anciens joueurs, les motiver dans ce projet aussi. Puis là, on parle de joueurs peut-être un peu plus connus, mais il y a des joueurs pas connus qui viennent aussi filer un coup de main, qui ont joué ne serait-ce qu'en Détroit, et puis qui reviennent avec leurs enfants. Ça, c'est une autre manière de récolter ce qui a été semé voilà, au sein du c'est club. ça. Ils ont apprécié leur séjour au Club des Remparts, ou à IGT, peu importe, et ils sont prêts à investir leurs enfants aussi dans ce procédé. Et on dit toujours que le hockey, c'est une belle école de la vie. C'est vrai que c'est du travail, c'est de la méthode, c'est de travailler en équipe. C'est ce qui est pas toujours évident à ce jour. Là, on sait qu'avec la pandémie, ça a été très, très dur. Ça a été dur pour le club, ça a été dur pour nous, entraîneurs, mais ça a été dur pour qui? Le principal, c'est pour les enfants. Pour les jeunes, oui, bien sûr. Et c'est ça qu'il va falloir redonner envie aux jeunes de se surpasser malgré tout ce qu'ils ont subi. Parce que c'est eux qui subissent le plus, mine de rien. Et dire aux parents qu'on sera là. Le club sera là. Le club est en train de mettre des choses en place. C'est-à-dire on parle en ce moment en pleine pandémie, mais je pense que là, on voit bien qu'il y a une vraie volonté quand il va y avoir un retour à la normale, ou en tout cas, on travaille même en ce moment. Le club travaille et Normand, Romain, toute l'équipe, le staff des entraîneurs travaillent pour donner à ces jeunes la chance de pouvoir s'entraîner. Alors, c'est sûr qu'on aimerait qu'ils soient sur la glace. On est tous très, très affectés et déçus qu'aujourd'hui ils n'aient pas la chance de pouvoir toucher la glace, parce que il y a des incompréhensions, on ne comprend pas trop pourquoi, et ça c'est un vrai, à un moment donné c'est un vrai cri, dire remettez-les sur la glace, ils en ont besoin, les jeunes, et nous aussi le staff, on a besoin, les entraîneurs ils vont à l'école, au collège, au lycée déjà. Oui. Là il y a des choses qui sont vraiment, il y a des gros points d'interrogation, et on a envie de voir ces jeunes sur la glace, on a envie de voir ces jeunes enfants, le sourire, les cris, tout ce que peut apporter le sport et le hockey sur glace. Et je pense que la famille des Remparts est prête à les accueillir. Et en plus de ça, elle travaille pour le futur. C'est-à-dire que pendant cette pandémie, on a peut-être, nous, moins la chance d'encadrer, d'être sur la glace. Il y a moins de matchs. En interne, voilà, il faut que les parents, les dirigeants... ça bouge quand même, ça évolue. Il y a des projets qui sont en cours. Oui. Donc, il y a une vraie volonté quand le club va revenir à la normale, ou en tout cas, on espère le plus vite possible. Les gens verront que voilà, il y a une amélioration encore, que pendant ce temps-là, le temps n'a pas été, on n'a pas, c'était pas en pause, on n'a pas mis en stand-by le hockey ni le club des Remparts, et que Normand et toute l'équipe a œuvré pour offrir encore plus de chances aux jeunes de Remparts de s'épanouir et de prendre vraiment beaucoup de plaisir, et voilà, à tous les niveaux, à tous les âges, que ce soit dans le haut niveau, les plus petites catégories, dans toutes les sections, les féminines, le para-hockey. Je pense que tout le monde aujourd'hui est ciblé pour vraiment que ça progresse, et qu'on soit encore plus nombreux, que le club soit encore plus nombreux, et qu'il y ait vraiment, ça soit une belle vitrine pour la ville de Tours, une belle vitrine pour tout le monde. Et ça, je pense que c'est le plus important, mais il faut les remettre sur la glace, quoi. Là, je pense qu'il est temps que les jeunes retournent sur la glace et retrouvent ce plaisir-là.
On croise les doigts, on espère vraiment que les prochaines émissions, on pourra montrer des images de nos jeunes sur la glace, parce que là, on était aux Océades, ce qui était d'ailleurs un beau complexe, avec plein de belles choses qui sont mises en place, avec l'intégration avec beaucoup de joueurs de D1 qui aident et tout. C'était vraiment un beau moment, mais on a hâte de les revoir à la patinoire quand même, tous ces jeunes. Merci à tous les trois, et puis également merci à Romain, et merci à Phil d'avoir participé à l'émission. J'espère que vous aurez appris des choses, et que vous aurez vu que le hockey mineur, la formation, c'est pas rien au Rempart. On a envie de le mettre en avant, et c'était avec cette petite pause de la D1, c'était l'occasion parfaite de parler de tous ces sujets. Merci beaucoup, messieurs, à tous les trois. Merci Sylvain. Merci à Romain, merci à Phil, et merci beaucoup à Gwen qui m'a aidé à tout mettre en place. Donc merci beaucoup à elle. On a besoin aussi plus que jamais, on l'a dit, de bénévoles, de gens qui s'investissent pour nous aider à tous les niveaux, des gens de l'ombre qui sont très importants. Donc merci à tous, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission du 4e tiers. J'espère que ça vous aura plu, ça a changé un petit peu des discussions autour de la D1, mais il y a plein de choses à dire. On est tous passionnés de hockey, en tout cas ça c'est certain. Et puis on vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci à tous de nous suivre. Merci.